Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis professeur Mohamed Fadil. Je suis professeur de droit public à l'Université Mohamed V de Rabat. Et j'ai le plaisir de modérer ce panel. Nous avons le privilège d'entendre aujourd'hui une communication particulièrement attendue au croisement de la science politique et de la géopolitique des études stratégiques. C'est un honneur pour moi de vous présenter Dr Samad Khamlichi, professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat, au sein de l'Institut universitaire des études africaines, euro-méditerranéennes et libéro-américaines. Euh, Madame Khamlichi Samar est une spécialiste des relations internationales, des politiques de sécurité et des dynamiques géopolitiques en Afrique du Nord et du Sahel. Elle dirige une équipe de recherche sur les transitions démocratiques et les politiques sécuritaires. Elle est également chercheuse au Centre national des études juridiques et membre active de plusieurs comités scientifiques. Son intervention aujourd'hui s'intitule ou bien portera sur le Sahel sous tension, cartographie des menaces sécuritaires pays par pays et stratégie d'anticipation. Cette communication s'articule autour de quatre axes. Je parle sous contrôle de professeur Khamelichi Samar. D'abord, une lecture chiffrée du Sahel avec un focus sur cinq États clés, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Et puis une analyse transversale des grandes tendances sécuritaires qui traversent la région. Ensuite, une réflexion sur les stratégies d'anticipation à l'échelle régionale et internationale. Enfin, un éclairage spécifique sur le rôle du Maroc comme un acteur clé de la sécurité dans le Sahel. Professeur Khamlichi dispose de 15 à 20 minutes pour son intervention. Madame Khamlichi, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher collègue Mohamed Fadil. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour cette introduction. Je remercie également le professeur Bouchiri pour m'avoir associé à ce projet de cycle de conférences et je suis très honorée. Je remercie donc the Moroccan Institute for the Global South et j'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet qui nous intéresse tous, surtout le Maroc, un sujet qui concerne les pays du Sahel, les pays voisins du Maroc. Et donc, je vais essayer de me focaliser sur le volet sécuritaire de la région du Sahel. Le titre de ma présentation est Le Sahel sous tension, cartographie des menaces sécuritaires pays par pays et stratégie d'anticipation. Alors, le plan de cette présentation est le suivant. Donc, je vais essayer d'analyser ce sujet en se basant sur quatre éléments essentiels. D'abord, connaître le Sahel en chiffres, puis analyser les pays du Sahel pays par pays, puis essayer de donner une analyse transversale à travers les cinq tendances sécuritaires majeures de la région, puis évoquer les stratégies d'anticipation et évaluer enfin le rôle du Maroc en tant que facilitateur de sécurité dans le Sahel. Pour commencer, alors, en parlant, si vous voyez là, je pense que vous voyez les chiffres là, le Sahel en chiffres entre 2023 et 2024. Alors, on peut dire que euh, entre 2023 et 2024, la région du Sahel a connu plus de 8000 incidents armés selon la base de données ACLED qui est Armed Conflict Location and Event Data. Selon donc cette plateforme, plus de 50 groupes armés sont actifs dans la région actuellement entre 2023 et 2024 et près de 6 millions
2 personnes ont été déplacées à cause de la situation d'insécurité. Donc la menace dépasse aujourd'hui le simple terrorisme. Et parce que cette menace, elle est maintenant plus vaste, elle est climatique, elle est institutionnelle et elle est démographique. Donc le Sahel, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une convergence de vulnérabilité. Passons maintenant à analyser le Sahel pays par pays. On commence par le Mali. Donc le Mali, on peut le qualifier comme étant le verrou stratégique fracturé. Pourquoi? Parce que le Mali, historiquement, a été le verrou central du Sahel, mais le retrait, on sait très bien que dernièrement, il y avait le retrait des troupes des opérations de Barkhane et de la MINUSMA qui a ouvert un peu un vide dans le Mali. Ce vide a été comblé par qui? Par le groupe Wagner, le groupe russe Wagner, et par une expansion rapide des groupes comme Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, qui est affilié à Al-Qaïda et créé en 2017 à travers une fusion de plusieurs groupes djihadistes sahéliens et aussi le groupe armé État islamique dans le Grand Sahara. Donc, ce groupe armé État islamique, on sait très bien qu'il est affilié à l'organisation de l'État islamique Daesh, qui a été créée en 2015. Et il y avait une scission donc entre Moujaou et le Mourabitoun. Et là, ce qu'on peut voir ici, la région qui est la plus touchée, c'est la région de Mopti. Mopti est située entre le delta intérieur du fleuve Niger et les régions du centre-nord et aujourd'hui l'épicentre donc dans le chaos. C'est une zone rouge comme vous voyez là et on peut dire que c'est la région la plus touchée, c'est au sens strict du terme. Et là, on passe maintenant au Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, nous avons ici une graphique qui explique tout. Donc, le Burkina Faso est devenu le pays le plus touché par le terrorisme en 2023, avec plus de 2 millions de déplacés aussi. Et le Burkina Faso vit une crise humanitaire profonde. Le nord-est et la région du Sahel sont les plus instables. Les volontaires pour la défense de la patrie, ou ce que l'on appelle VDP, sont nombreux, mais manquent de coordination et parfois de la formation. Donc, les VDP, ou les volontaires pour la défense de la patrie, c'est une force paramilitaire de civils armés mise en place par le gouvernement burkinabé depuis 2020 pardon, pour soutenir l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Mais vous voyez là dans ce graphique, il y a toujours une augmentation au niveau de la mortalité entre 2019 et 2022, une montée rapide de la mortalité terroriste jusqu'à dépasser 1500 décès annuels. En 2023 aussi, un pic dramatique avec près de 1907 morts, c'est-à-dire une augmentation de 68% malgré un léger recul du nombre d'attaques de moins de 17%. Donc ce graphique et ces données montrent que le Burkina Faso est passé d'un pays à faible présence terroriste avant 2015 et il est désormais au cœur de la spirale de la violence au Sahel. La sécurité au Burkina Faso se dégrade de façon donc grave. On peut citer l'exemple de Barça Loro en 2024, août 2024. C'est un massacre qui a entraîné plus de 600 civils tués, la plus grande tragédie djihadiste de l'histoire du pays. Et là, on passe, on est toujours au Burkina Faso et nous avons un tableau ici, la période et les événements
marquants. Euh, Là, vous voyez, au Burkina Faso, entre 2021 et 2022, la rupture avec l'opération de Barkhane, montée en puissance des VDP, mais perte de contrôle sur le terrorisme. En 2023, malgré moins d'attaques, la violence s'est intensifiée. Le taux de mortalité par attaque est en hausse. Et les régions les plus touchées, c'est le nord, le centre-nord-est, zone proche des frontières du Mali et du Niger. Maintenant, on passe au Niger. Le Niger, longtemps perçu comme un allié stable, a basculé dans l'incertitude depuis le coup d'État. Les tensions avec la France et les États-Unis ont redéfini les alliances régionales. Et la région de Tillabéri, les frontières avec le Mali et le Burkina sont devenues, on peut dire, sont devenues des zones grises, infiltrées et vulnérables. Et là, pardon, on est toujours au Niger. Donc là, vous voyez euh, les points chauds de perméabilité et les enjeux. C'est-à-dire que les frontières du Niger sont perméables. Pardon. Voilà. Désolée pour un peu de bruit. Donc, Allez-y, on vous entend très bien, madame. Allez-y. merci. Euh, donc, on est toujours au Niger. Donc, les frontières sont perméables, notamment avec l'Algérie et la Libye. La frontière sud aussi, et la région de Difa de l'Est. Donc, ces régions sont, sont devenues des régions d'infiltration du terrorisme. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, on vous entend très bien. Allez-y. Très bien, merci. Donc, on est là, on a un tableau euh, sur la question de la zone grise au Niger. Avec l'Algérie, euh, aussi, c'est une frontière perméable parce que il y a le passage d'immigrants, le trafic de trafic divers. Avec la Libye aussi, c'est une frontière instable, contrôlée par des milices. Et donc, comme on sait très bien que la Libye est en situation d'insécurité aujourd'hui et donc le passage est de plus en plus facile. Avec aussi d'autres pays, à part la Libye, le Tchad aussi, comme vous voyez là, les échanges commerciaux informels, le Nigeria, la frontière est très active et économiquement parlant, le Bénin moins perméable et le Burkina Faso, il y a des flux migratoires aussi avec le Mali, une zone instable liée au groupe djihadiste, donc il est difficile de contrôler. Maintenant, on passe au Tchad. Le Tchad, on peut dire que le Tchad, c'est le pilier sous pression. Pourquoi? Parce que le Tchad a toujours été présenté comme un pilier militaire, mais ce pilier montre aujourd'hui des signes de fragilité et avec la succession notamment de Déby qui a créé des tensions internes, son armée puissante, mais aussi surexploitée. Elle est trop sollicitée sur beaucoup de fronts, notamment face au risque libyen à l'est. Et là, ça, c'est le Tchad. Et là, vous voyez un tableau euh, qui, qui évalue un peu les frontières avec le Soudan, qui sont des frontières très vulnérables. Il y a donc un risque d'infiltration rebelle. Avec la région, donc dans la région du lac Tchad, il y a une menace djihadiste modérée, mais persistante quand même. Le centre et le sud du pays, il y a la stabilité relative, mais une tension sociale latente. Et au niveau de la gouvernance, il y a un pouvoir militaire consolidé,
mais la légitimité est toujours contestée. Pour les perspectives, il y a une incertitude autour de la transition politique. Maintenant, on passe à la Mauritanie. Pour la Mauritanie, on peut dire que c'est une exception dans la région. La Mauritanie euh, fait figure d'exception parce qu'il n'y a pas d'attentat majeur depuis 2011 et cette stabilité repose justement sur trois piliers. On peut dire la coopération sécuritaire avec le Maroc et les États-Unis, une politique précoce de déradicalisation et une vigilance de tous les instants. Donc, le risque est latent, mais contenu quand même. Donc, euh, là, on peut dire que malgré ces efforts pour la Mauritanie, quand même, il y a ce risque terroriste qui persiste et des cellules dormantes peuvent être réactivées. Le désert saharien aussi euh, offre des zones de repli idéales pour les groupes mobiles. Et la situation au Mali et au Burkina Faso reste instable et pourrait avoir des retombées transfrontalières. Maintenant, pardon, on passe aux stratégies d'anticipation, agir localement et penser stratégiquement. C'est-à-dire que face à cette complexité, il ne faut plus seulement réagir, mais prévoir. Les États sahéliens gagneraient à créer des cellules de renseignement multisectorielles pourquoi? Pour intégrer l'humain, la technologie et le social. Donc, en se basant sur trois piliers, l'humain, la technologie et le social. Et la diplomatie régionale, l'intelligence communautaire et la prévention doivent devenir de nouveaux piliers sécuritaires pour trouver des solutions. Et qu'en est-il du Maroc? Pour le Maroc, donc le Maroc, on peut dire que c'est un pays facilitateur de sécurité dans le Sahel. Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle très important, un rôle qu'on peut dire un rôle discret mais stratégique. Euh, le Maroc ne participe pas en envoyant des troupes, mais à travers une politique qui est basée sur une approche multisectorielle, à travers la formation d'imams modérés, par son soft power religieux, par sa coopération avec les États comme la Mauritanie et le Tchad, il offre donc une approche complémentaire aux logiques militaires, purement militaires. Il devient donc un médiateur crédible et un acteur stabilisateur. Et pour conclure, on peut dire que finalement, la sécurité au Sahel ne peut plus être pensée uniquement sous l'angle militaire, mais c'est une guerre d'anticipation et le renseignement ne sert pas à prédire l'avenir, mais à empêcher le pire. Donc, c'est ce qu'il faut penser finalement. Et merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup, professeur Samar Khmelichi, pour cette communication d'une grande rigueur scientifique qui nous a offert une lecture à la fois fine et structurée des enjeux sécuritaires au Sahel. Merci beaucoup, Madame Khemlichi, parce que franchement, à travers votre approche articulant les niveaux national et les niveaux régional, vous avez vraiment su mettre en lumière les spécificités propres à chaque pays, tout en identifiant les dynamiques communes qui traversent l'ensemble de la région. Votre examen des cinq grandes tendances sécuritaires, votre analyse des stratégies d'anticipation ainsi que l'éclairage final sur le rôle, et ça c'était très intéressant, l'éclairage final sur le rôle du Maroc comme acteur de stabilité dans l'espace sahélien, ces éléments, je pense, ces éléments constituent autant d'apports précieux pour notre compréhension des équilibres géopolitiques qui sont vraiment en mutation. Donc, comme mot de fin, je peux dire que cette intervention ouvre des perspectives stimulantes pour la suite de nos travaux
et nourrir avec pertinence notre réflexion collective. Encore une fois, toutes nos félicitations, chers collègues, et tous nos remerciements pour cette contribution de grande qualité. Merci beaucoup, chers collègues. Merci à vous.